Lors du dîner des fêtes, grand-mère a ri, heureusement que tes parents ont payé tes prêts. J'ai dit, quel prêt? J'ai quitté l'école pour faire 2 boulots. Maman a renversé son verre. Papa a marmonné, ce n'est pas ce que tu crois. Puis grand-mère s'est levée et a dit quelque chose qui a tout changé. Ils m'ont menti pendant 8 ans. Utilisant mon nom, mes rêves, mon avenir comme si ce n'était rien. Juste pour que ma sœur puisse siroter du champagne à Paris pendant que je faisais des doubles services pour payer les factures. Je m'appelle Rachel, et d'où que vous regardiez, restez avec moi. Avez-vous déjà regardé une pièce remplie de gens qui partagent votre sang et réalisé qu'aucun d'entre eux ne vous a jamais vraiment aimé? Le dîner de Noël a toujours été une performance dans notre famille. Des lumières scintillantes, des assiettes en cristal, des rires qui sonnaient un peu trop fort. Mais cette année-là, quelque chose a brisé l'illusion. Grand-mère a levé son verre de vin et a dit, comme une blague, « Heureusement que tes parents ont remboursé ces prêts étudiants, hein ?» J'ai cligné des yeux. Ma fourchette est restée suspendue en l'air. « Quel prêt ?» ai-je dit lentement. J'ai abandonné en 2e année. Je n'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité. La main de maman a tremblé. Le verre de vin a basculé. Une tache d'un rouge profond a fleuri sur la nappe blanche. La fourchette de papa a glissé de sa main avec un grand bruit sec. Un silence, comme si toute la pièce retenait son souffle. Mon oncle, suffisant et avec un sourire en coin, a dit, « N'était-ce pas ta responsabilité ?» La brûlure de la honte m'a frappé si vite que je ne pouvais plus parler. Mes oreilles bourdonnaient. Mais grand-mère, son sourire a disparu comme si on avait éteint une lumière. Elle a tourné ses yeux perçants vers ma mère. Je vous ai envoyé 50 000 $ chaque année depuis que Rachel a eu 18 ans. Sa voix était si calme qu'elle tranchait l'air. Le murmure de maman s'est brisé. Maman, s'il te plaît, non. Mais grand-mère s'est levée, majestueuse, d'un calme glacial. Je veux que tout le monde entende ça, dit-elle. Ils ont utilisé cet argent pour financer la lune de miel d'Ava à Paris et la nouvelle BMW de Brian. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Pas un dollar ne t'a été destiné. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. Puis je me suis levé, les jambes tremblantes, le cœur en miettes, et j'ai dit, merci de me l'avoir enfin dit. De toute façon, je n'ai jamais fait partie d'eux. Et alors que je m'éloignais de cette longue table de menteurs et d'avenir volé, le vent d'hiver dehors semblait plus chaud que l'air dans cette maison. Ils pensaient m'avoir brisé, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me réveiller. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé sur le matelas fin de mon studio, fixant le plafond comme s'il me devait des réponses. Pas de sapin, pas de cadeau, juste le bourdonnement de mon mini-frigo et la douleur de la trahison qui me serrait la poitrine. 50 000 $ par an. Ils auraient pu me sauver, mais au lieu de ça, ils ont utilisé ma vie comme un chèque en blanc. J'ai repensé à l'année où j'ai abandonné. Comment j'avais dit à maman que je ne pouvais pas couvrir les frais de scolarité après que mon aide financière eût été refusée. Elle avait soupiré et dit, « Eh bien, peut-être que l'université n'est pas pour tout le monde. » Je me souviens de la façon dont elle l'a dit, comme si elle me rendait service. Je me souviens être rentré d'un service de nuit au Waffle House pour voir Brian faire vrombir sa nouvelle BMW dans l'allée et Ava poster des photos de coucher de soleil depuis la côte amalfitaine avec le hashtag bonheur des jeunes mariés. Je me disais qu'il l'avait mérité, que peut-être je ne faisais pas assez d'efforts, que peut-être j'étais un échec. Mais maintenant je voyais la vérité. Ils avaient construit un château avec mes os et avaient donné les clés à quelqu'un d'autre. Le lendemain, je suis allé à la bibliothèque municipale, je me suis connecté à l'un des vieux ordinateurs et j'ai commencé à creuser. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de relation. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé que je trouverais, la lucidité. J'ai demandé mes dossiers de prêts étudiants, vérifié chaque subvention, chaque transaction financière liée à mon nom. Et c'était là. Un fonds en fiducie créé par ma grand-mère quand j'étais bébé, versé en plusieurs fois à partir de mes 18 ans. Chaque versement destiné à mon éducation, chaque versement passant par mes parents, chaque dollar disparu, réaffecté, objet de mensonge. J'ai tout imprimé. Chaque reçu, chaque dépôt, chaque retrait. Puis j'ai pris un bus pour la maison de grand-mère. Elle a ouvert la porte en robe de chambre, les cheveux encore en bigoudi. Mais quand elle a vu le dossier en manille dans ma main, elle s'est écartée sans un mot. J'ai étalé les pages sur sa table de cuisine, une par une. Elle n'a pas dit un mot, assise là,
les yeux parcourant les feuilles, les mains tremblantes. Après une longue pause, elle a levé les yeux et a dit « Je leur faisais confiance ». Puis sa voix s'est brisée. « Ils m'ont dit que tu étudiais à l'étranger, en Suisse. » J'ai ri, un rire amer et sec. Le plus près que je me sois approché de la Suisse, c'est en cherchant à quoi ressemblait le drapeau suisse sur Google pendant la pause de mon deuxième boulot. Son visage est devenu de pierre, et j'ai su à ce moment-là que rien n'égale la fureur d'une grand-mère qui réalise que son propre sang a été trahi. Grand-mère a agi comme une femme possédée. Elle a fait glisser le dossier vers moi, s'est levée et s'est dirigée vers sa chambre sans un mot. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des cintres s'entrechoquer, une valise se dézipper. Quand elle est revenue, elle ne portait plus de bigoudi, juste un manteau sombre et un visage qui aurait pu fendre le verre. « Viens, dit-elle. On va à la banque. » J'ai presque ri. « Tu n'es pas obligé de... » Elle m'a coupé la parole. « Ils t'ont volé, m'ont menti, et ont détourné un fonds en fiducie. C'est de la fraude. Commençons par là. » À la banque, elle n'a pas demandé un responsable. Elle a exigé le directeur de l'agence. Nous nous sommes assises dans un bureau aux parois de verre pendant qu'elle étalait les papiers un par un, sa voix glaciale et précise. La femme derrière le bureau cligna des yeux, choquée. « C'est grave, dit-elle. »« Bien, répondit grand-mère. Parce que je veux que ce soit traité sérieusement. Je veux récupérer mon argent. Je veux que son avenir soit restauré, et je veux qu'il rende des comptes. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me défendait comme ça. Ils n'ont pas déposé une plainte à la police ce jour-là. Ils en ont déposé deux. Une pour abus de confiance, une autre pour fausse déclaration frauduleuse. Mais grand-mère n'avait pas fini. Elle a appelé son avocat spécialisé en succession, le même homme qui l'avait aidé à créer le fonds. Le soir même, nous étions assis en face de lui dans son bureau. Il parcourait les documents, les yeux se plissant. « Ils ont menti à un organisme fiduciaire, dit-il. C'est plus que du vol. Ils ont détourné des fonds destinés à l'éducation. C'est un usage criminel. » Grand-mère a simplement hoché la tête. Alors, brûlons tout. Ça ne semblait pas réel. 24 heures plus tôt, j'étais invisible. Aujourd'hui, j'étais dans une salle de crise juridique avec une femme de 80 ans comme bélier personnel. Cette nuit-là, je suis rentré à mon appartement. Les lumières ont vacillé quand j'ai tourné la clé. Mon manteau sentait le givre et le café rassis. Mais pour une fois, mon cœur ne me pesait plus. Il ressemblait à une arme. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Des cernes, les lèvres gercées, mais un feu dans les yeux que je n'avais pas vu depuis mes 17 ans. Il pensait que je resterais silencieuse, que je continuerais à frotter les sols et à sourire à travers des dents cassées. Mais maintenant, ils allaient apprendre. La fille qu'ils avaient enterrée dans le silence était celle qui revenait avec le tonnerre dans les poings. Au jour de l'an, tout avait changé. Mes parents ne savaient toujours rien. Pas sur l'enquête, pas sur la signature de grand-mère sur la déclaration de fraude de la banque, pas sur les dossiers financiers que j'avais découverts, copiés et remis à l'avocat. Mais ils allaient bientôt le savoir. L'avocat nous a conseillé d'attendre que la notification officielle soit signifiée, pour qu'ils ne puissent pas déplacer des actifs ou cacher les preuves. Mais grand-mère, elle ne croyait pas au silence. Pas plus maintenant. Elle les a invités à dîner, comme chaque mois de janvier. Mais cette fois, j'étais assise à côté d'elle, juste au bout de la table. Papa est entré le premier, se figeant en me voyant. Maman a suivi, un verre de vin déjà à la main, comme une armure. Ava, fraîchement bronzée de sa retraite hivernale à Paris, m'a envoyé un faux baiser. Et Brian m'a fait un sourire narquois, comme s'il avait encore 13 ans et que j'étais toujours la sœur stupide qui ne comptait pas. Nous nous sommes tous assis. La table était pleine de poulet rôti, de purée de pommes de terre, de haricots verts, et d'une tension si épaisse qu'elle aurait pu figer la sauce. Grand-mère a levé son verre. « À la famille, dit-elle sèchement, puis ajouta, et aux conséquences. » Papa a gloussé. « C'est sombre. » Grand-mère n'a pas souri. Elle a attrapé une épaisse enveloppe sous la table et la leur a tendue. Maman l'a ouverte la première. J'ai vu son visage pâlir, puis rougir, puis devenir complètement vide. « Ça, c'est... » balbutia-t-elle. « C'est privé. »« Non, dit grand-mère. C'est mon argent. C'était son avenir. Et c'était votre crime.
Ava s'est penchée pour regarder. Qu'est-ce que c'est? J'ai répondu calmement, c'est chaque dollar que grand-mère leur a donné pour mon éducation, qu'ils ont utilisé pour ton mariage, la voiture de Brian, leurs vacances. Brian a ri nerveusement. Ok, mais, c'est le même pot, on est une famille. C'était ça. Cette seule phrase stupide. Grand-mère s'est levée. Vous l'avez volé. Vous m'avez menti. Vous avez menti à tout le monde. Je vous ai confié son avenir. Et vous avez choisi le luxe plutôt que la loyauté. Maman a finalement craqué. Nous essayons juste de faire au mieux pour tous nos enfants. Arrête. La voix de grand-mère a claqué comme un fouet. Tu ne l'as jamais traité comme ton enfant. Tu as utilisé sa douleur pour financer tes favoris. La pièce était silencieuse. Même les murs semblaient se pencher. Puis je me suis levé, lentement. J'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit, vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé du temps. Le mien, je ne le récupérerai jamais. Pendant que vous sirotiez du champagne, je me suis saigné pour payer le loyer. Grand-mère a posé une main sur mon épaule. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un me voyait. Me voyait vraiment. Je vous suggère de prendre un avocat, dit grand-mère en se tournant pour partir. Et une conscience, ai-je ajouté. En sortant, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des étrangers dont le langage était fait de cadeaux et de mensonges. Et bientôt, le monde le saurait aussi. 2 semaines plus tard, ils ont été signifiés. J'étais au travail, en train de réapprovisionner une étagère de shampoing de sous-marque, quand mon téléphone a vibré avec une photo de grand-mère, c'était maman sur le perron, le visage flasque, les bras croisés sur sa robe de chambre, pendant qu'un agent du comté lui remettait une enveloppe en manille. L'objet du document disait « Avis d'enquête civile, détournement de fonds en fiducie ». Je suis resté à fixer l'écran. Je pensais que je ressentirais de la joie, ou une victoire profondément satisfaisante, mais tout ce que je ressentais, c'était un grand calme, comme si une tempête était passée et que j'étais toujours là, debout. Cette nuit-là, j'ai marché les 5 pâtés de maison jusqu'à chez moi dans le noir glacial, passant devant la boulangerie du coin que je nettoyais pour le salaire minimum. Et je me suis permis de pleurer. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne prétendais pas aller bien. De retour chez grand-mère, le vrai travail a commencé. Déposition, relevé bancaire, appel d'avocat qui se souvenait soudainement de mon nom. L'avocat de grand-mère a creusé plus profondément, et ce qu'il a trouvé m'a retourné l'estomac. En 7 ans, mes parents avaient détourné plus de 350 000 $ du fonds de grand-mère, assez pour offrir à ma sœur 2 lunes de miel, envoyer mon frère dans une école de golf privée, et s'offrir 4 croisières de luxe. Pendant tout ce temps, je prenais le service de nuit dans une station-service, je sautais des repas, je buvais l'eau du robinet et je rationnais mon inhalateur pour l'asthme. Tout ça pendant qu'il souriait au dîner de fête comme s'il n'avait pas vidé mon avenir de sa substance. Puis vint la presse. D'une manière ou d'une autre, l'histoire a fuité. Une institutrice à la retraite dénonce sa famille dans une choquante trahison financière. Mes collègues se sont mis à chuchoter. Les clients me lançaient des regards étranges. Un homme a demandé, « Vous êtes la fille de l'article, n'est-ce pas? Celle dont les parents. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste scanné son dentifrice et j'ai dit, « Bonne soirée. » Mais ce moment m'est resté. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais parce que je n'ai pas sourcillé. Pour une fois, je n'avais pas honte. Je ne me cachais pas. Ils m'ont volé. Ils m'ont menti en face. Ils ont volé des années de ma vie comme on cueille un fruit sur un arbre où ils pensaient que je ne remonterais jamais. Mais j'étais là, toujours en vie, toujours debout. Et cette fois, le monde regardait enfin. La fille qu'ils avaient laissée derrière n'était pas seulement en train de survivre. Elle était sur le point de gagner. Tout s'est effondré un mardi. Ma mère a appelé la première, non pas pour s'excuser, mais pour supplier. Sa voix s'est brisée à travers la ligne comme du vieux verre. « Peux-tu parler à grand-mère, s'il te plaît? Elle gèle nos comptes. On ne peut accéder à rien. » Je suis resté assise, fixant ma tasse de café instantanée comme si c'était la seule chaleur qu'il me restait dans ce monde. Et j'ai dit, avec le calme de quelqu'un qui a dépassé la douleur depuis longtemps, « Vous avez utilisé mon avenir pour financer vos vacances. Vous n'avez pas le droit de me demander des faveurs.
Elle est restée silencieuse, puis a murmuré, mais ce n'était jamais personnel. Cela m'a fait rire, un rire creux. Vous avez volé mon nom, mes chances, mon éducation, et vous les avez donnés à des gens qui n'ont jamais levé le petit doigt. Vous avez rendu ça très personnel. Elle n'a pas rappelé. Le jeudi, Ava et Brian avaient tous deux posté des stories Instagram en noir et blanc, citant les Écritures sur la loyauté familiale et la nécessité de surmonter les tempêtes. Mais rien ne pouvait enjoliver ce qui allait suivre. Un juge a ordonné un audit. Chaque cadeau, chaque virement, chaque chèque que grand-mère avait écrit a été comptabilisé. C'était indéniable. Ils avaient tout pris. La carte grise de la BMW était au nom de mon père, achetée la même année où grand-mère avait envoyé 50 000 $ pour mon deuxième semestre. Des reçus montraient un hôtel parisien à 7 200 $, réservé quelques jours seulement après que j'ai envoyé un email à mes parents pour leur dire que j'abandonnais. Je les avais suppliés de m'aider cette semaine-là. Ils n'avaient même pas répondu. Non, la maison était sur le marché. La BMW, saisie. Les cartes de crédit d'Ava, refusées. Et Brian, qui avait un jour dit que je serais, toujours médiocre, a été filmé en train de crier sur une barista de Starbucks parce que son application ne se chargeait pas. Leur monde se fissurait. Et moi, je regardais ça depuis la sécurité du salon de grand-mère, sa main doucement enroulée autour de la mienne. Elle a dit, tu vas t'en sortir maintenant. Je n'ai pas répondu, parce que, s'en sortir, n'était plus le but. C'était la liberté. Non seulement de la dette ou des mensonges, mais du besoin de prouver ma valeur à des gens qui ne pouvaient même pas la voir. La fille qu'ils avaient laissée se noyer s'était construit un radeau, et maintenant, elle apprenait à nager à travers le feu. Ils ne perdaient pas de l'argent. Ils perdaient l'accès à moi, et c'était la seule monnaie qu'ils ne récupéreraient jamais. Le matin de l'audience, je portais un blazer noir que j'avais trouvé chez Emmaüs et des bottes aux semelles usées. Ava est arrivée en perles, Brian portait des lunettes de soleil à l'intérieur comme si c'était encore une sorte de blague. Les mains de ma mère tremblaient tout le temps. Et mon père, il ne m'a même pas regardé. La salle d'audience sentait le vernis à bois bon marché et la nervosité. Grand-mère était assise à côté de moi, le dos droit, les yeux fixés devant elle. Quand le juge a demandé si quelqu'un voulait faire une déclaration personnelle, mon cœur s'est mis à battre dans mes oreilles. Je n'avais pas prévu de parler, mais je me suis levé. Chaque pas vers le pupitre était comme marcher sur du verre brisé, mais ma voix n'a pas tremblé. J'ai abandonné l'université parce que je ne pouvais pas payer les frais de scolarité. J'ai travaillé 16 heures par jour. J'ai mangé du riz et de l'eau du robinet. J'ai manqué des rendez-vous chez le médecin parce que je ne pouvais pas payer la participation. J'ai supplié mes parents de m'aider et n'ai eu que le silence en retour. Pendant ce temps, ils utilisaient de l'argent qui m'était destiné pour envoyer mes frères et sœurs en vacances à l'étranger. J'ai fait une pause. Ils ne m'ont pas seulement volé. Ils m'ont fait croire que je ne valais pas la peine d'être sauvé, que j'étais un fardeau, que j'étais la raison pour laquelle les choses étaient difficiles. Je me suis tourné pour les regarder. Et je les ai crus, pendant des années. Ma gorge me brûlait. Mais maintenant je connais la vérité. Ils n'ont pas échoué à m'aider. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je me suis reculé, chaque mot résonnant comme le tonnerre dans cette chambre silencieuse. Le juge n'a pas parlé pendant un long moment. Puis, finalement, la restitution sera appliquée. Les comptes restent gelés. Les actifs seront liquidés, les fonds redirigés vers la bénéficiaire prévue, Mademoiselle A. Mon nom complet, et c'était comme si je l'entendais pour la première fois de ma vie. Dehors, les appareils photo crépitaient, les journalistes criaient, mais tout ce dont je me souviens, c'est d'être sorti de ce bâtiment et de respirer un air qui ne leur appartenait plus. Plus tard cette nuit-là, j'ai pris le long chemin pour rentrer, en passant devant le campus dont j'avais un jour rêvé d'être diplômé. Et pour la première fois, je ne me sentais pas amer. Je me sentais libre. Parce que parfois, la justice ne ressemble pas à la vengeance. Elle ressemble à la survie, avec des reçus à l'appui. Elle ressemble à la paix, sans excuse. Et elle sonne comme votre nom appelé dans une salle d'audience. Non pas comme une victime, mais comme celle qui s'est enfin relevée. On dit que le silence est d'or. Mais le silence après que vous avez dit la vérité, ce silence-là, c'est la justice. 3 mois plus tard, je suis entré dans mon nouvel appartement. Ce n'était pas grand-chose.
Un 2 pièces au 2e étage avec vue sur une station-service, mais il était à moi. Loyer payé, facture réglée, courses faites, et un chèque sur mon bureau. La restitution avait été versée, 187 000 $. Je n'y ai pas touché. Pas encore. Je suis resté assise avec pendant des jours, comme si c'était une lettre d'une version passée de moi-même. La fille qui pleurait sous les néons vacillants de son travail de nuit. La fille qui regardait ses frères et sœurs vivre des rêves achetés avec son avenir volé. Maintenant, elle avait des options. Maintenant, elle avait un nom. Grand-mère venait tous les dimanches. Elle apportait des carrés au citron et des histoires. Et un après-midi, elle m'a tendu un dossier en manille. À l'intérieur, il y avait des brochures universitaires. Elle a dit, si jamais tu veux essayer à nouveau, je serai ta garante cette fois. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête, parce que nous savions toutes les deux que cette fois, ce serait mon choix. Mes parents, ils ont perdu la maison. Ils ont déménagé dans une location à 1 heure de la ville. Ava m'a bloqué sur toutes les plateformes. Brian a essayé de m'envoyer un message privé une fois. Je ne l'ai pas ouvert. Ils peuvent garder leur silence. Leur bruit ne m'atteint plus. Parfois, j'entends encore la voix de mon oncle dans ma tête, n'était-ce pas ta responsabilité? Si. Et je m'en suis occupé avec plus de grâce qu'ils n'en ont jamais mérité. Parce que je n'ai pas seulement repris ce qui m'avait été volé. J'ai construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Ni avec la culpabilité. Ni avec les ragots. Ni avec l'argent. La liberté n'arrive pas avec un ruban. Elle arrive enveloppée de verres brisés, de longues nuits et de cicatrices que vous ne montrez à personne. Mais elle est à moi maintenant. Et quand je passe devant des miroirs, je ne tressaille plus. Je vois une femme qui a été abandonnée et qui s'en est quand même sortie. Pas amère, juste, finie. Alors, si jamais quelqu'un demande comment ça s'est terminé, dites-leur qu'elle est sortie du feu, tenant dans ses mains les cendres de tout ce sous quoi ils avaient essayé de l'enterrer, et qu'elle n'a jamais regardé en arrière.